Merci. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité, vous remercier d'être ici ce matin. Et puis je suis vraiment très content d'être ici pour pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je ne parle pas seulement de la science des données et de l'intelligence artificielle, mais je parle aussi vraiment de problématiques liées au territoire. Comme il a été mentionné, donc, je suis actuellement, pas depuis 2004, mais depuis 2024, au Swiss Data Science Center. Et donc, je voulais d'abord dire quelques mots à propos du SDSC pour vous donner un petit peu de contexte. Le SDSC, c'est à la base une initiative conjointe entre l'EPFL et puis l'EPFZ. Et puis, plus tard, cette initiative a été rejointe par l'Institut Paul Scherrer au niveau de la gouvernance. L'idée du SDSC, c'est d'accompagner nos collaborateurs dans leurs problématiques liées à la science des données, qui sont dans des domaines complètement divers et variés. Et donc, on offre différents types de services, c'est-à-dire qu'on va parler de collaboration avec des partenaires académiques, des partenaires industriels, des administrations cantonales, fédérales, des organisations non gouvernementales, et bien d'autres, tout ceci au niveau de la Suisse, bien sûr. Et on va donc développer de nouvelles méthodologies, on va faire plutôt de l'exploitation et de la mise en exploitation de modèles d'intelligence artificielle, de créer des infrastructures de données pour aider à l'utilisation de ces données dans des domaines divers et variés, comme la santé et le biomédical, mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, le climat, l'environnement, l'énergie, la durabilité et d'autres. Et donc le but de ma présentation, c'est de vous donner quelques exemples des projets dans lesquels l'intelligence artificielle peut intervenir et peut aider. Et avant de passer à ces projets, je vais quand même vous donner une sorte d'idée un peu plus haut niveau de ce qu'est l'intelligence artificielle, de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Je vais donc commencer à un très haut niveau, à une brève introduction au machine learning, en considérant le problème de reconnaissance d'image. Donc dans un problème de reconnaissance d'image, on a en entrée une image. Et ce qu'on aimerait avoir en sortie, c'est la catégorie de l'objet qui est représenté dans cette image. Donc, dans ce cas-là, un chat. Et puis, notre but, c'est de créer un modèle de machine learning qui permet de prendre en entrée notre image et de sortir la catégorie. Et donc, ce modèle, c'est une sorte de fonction mathématique. Et puis maintenant, la question, vraiment, c'est comment est-ce qu'on définit cette fonction? Comment est-ce qu'on définit ce modèle? Typiquement, alors il y a eu évidemment beaucoup de progrès en machine learning, en intelligence artificielle au fur et à mesure des années. De nos jours, ce qui marche bien, c'est les réseaux de neurones artificiels. C'est la base de tout ce qu'on voit maintenant, serait-ce par exemple ChatGPT ou autres Large Language Models. Et donc, cette notion de deep learning, c'est des modèles qui sont des modèles dits à couches successives, qui en fait donnent une notion de suite de transformation de notre entrée en des représentations abstraites. Et donc ces représentations sont indiquées là par les volumes. Donc on aura une première couche qui va transformer notre image en une première représentation. Cette représentation est ensuite passée dans une autre couche qui la transforme de nouveau en une autre représentation abstraite, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose dont on peut tirer la sortie désirée, la catégorie, dans ce cas-là, un chat. Et puis, toutes ces transformations, elles dépendent de beaucoup de paramètres. Ce qui fait qu'au total, on se retrouve avec des modèles qui ont des millions, voire des milliards de paramètres. Quand on parle de ChatGPT, on parle de milliards, de plusieurs milliards, dizaines de milliards de paramètres. Alors c'est super, évidemment, avec plein de paramètres, on peut modéliser des fonctions très compliquées, ce qui nous permet de résoudre ce genre de problème. Mais la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on définit ces paramètres? Naïvement, on pourrait se dire, on ne sait pas trop. On va essayer, quoi. J'y vais à la main, ou aléatoirement, je mets des paramètres. Alors voilà, je mets des valeurs de paramètres aléatoires dans toutes mes couches. Avec ces valeurs de paramètres, j'obtiens des représentations différentes qui sont indiquées ici par les couleurs. Et puis, on essaie avec un choix de paramètres. Qu'est-ce qui se passe? Oula, bon, loupé. Ok, bon, très bien. Alors c'est pas grave. On réessaye encore une fois. Je change les paramètres. Attention, nouvelle valeur de paramètres, nouvelle représentation. Hop. Roulement de tambour, qu'est-ce que j'obtiens? Ah non, toujours pas. Bon, on se rapproche un petit peu quand même, hein. On a un chien, après on sent qu'on est quand même plus proche du chat. Peut-être qu'on va essayer de modifier pas tous les paramètres, mais seulement une partie de nos paramètres. On essaye ça, on modifie un petit peu.
Ah, voilà, un chat. On est bon, on est content. Bon, très bien, là on a trouvé une solution qui, pour cette image, nous prédit chat. On sent qu'en réalité, si on a des millions de paramètres, ça va quand même être assez douloureux de devoir chercher de manière aléatoire jusqu'à ce qu'on trouve une bonne solution pour classifier cette image. Au-delà de ça, au-delà du fait que ce serait vraiment beaucoup trop coûteux, une fois que j'ai une solution de paramètres qui me permettent de reconnaître correctement l'image qui est montrée là, ben, l'idée c'est de voir comment elle gère d'autres images. Donc on aimerait avoir un jeu de paramètres qui est capable de reconnaître toutes les images. On ne va pas avoir besoin de changer à chaque image. Donc qu'est-ce qu'on fait? On teste avec une nouvelle image d'entrée qu'on n'avait pas vue avant. On regarde les mêmes paramètres. Hop, un chat. Ah oui, non. Ben non, ça ne marche pas, quoi. Et ça, c'est un peu le problème de généralisation. Donc dans ce cas-là, on a trouvé des paramètres qui nous permettaient de reconnaître un chat, sauf qu'en fait, on a un modèle qui nous prédit toujours chat. Bon, pas très utile hein, en pratique, ça ne généralise pas du tout. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça généralise? Quelle est la solution? Ben, c'est l'idée d'avoir les big data, beaucoup de données, une grosse base de données pour entraîner notre modèle, pour lui faire apprendre à faire de la classification de manière correcte. Là, c'est un exemple d'une base de données qui s'appelle ImageNet, qui vient du domaine de la vision par ordinateur. C'est une base de données qui est faite pour de la reconnaissance d'images. On parle de plus d'1 million d'images qui sont labellisées, annotées avec la catégorie principale de l'objet. Et puis, on va utiliser ces données annotées pour faire de l'entraînement. Et donc ça, c'est la phase 1 dans le machine learning. On va se dire, très bien, on va faire de l'apprentissage, on va entraîner nos paramètres, on va donner à notre modèle en entrée toutes ces données supervisées, on passe chaque image au travers de notre modèle, pour chaque image, on va avoir une prédiction, et puis une fois qu'on a cette prédiction, ben, on la compare à la vérité, aux annotations qu'on a avec la base de données. Et puis ben, dans certains cas, on fait la prédiction correcte, comme pour la première image ici, et puis dans l'autre, ben, on fait des erreurs. Et donc, cette notion d'erreur, on va l'utiliser pour ensuite modifier nos paramètres de manière itérative par descente de gradient, pour ceux à qui ça parlerait, et on va essayer de minimiser cette erreur, de la rendre de plus en plus petite au fur et à mesure de notre apprentissage, de notre entraînement, et trouver des paramètres qui vont être capables de généraliser à toutes ces images. Puis une fois qu'on a trouvé ces bons paramètres, on les fixe, et on peut déployer notre modèle, on peut faire la phase test de notre modèle, et donc passer une nouvelle image qu'on n'a jamais vue pendant l'entraînement, on la passe à travers notre modèle, on fait une prédiction, et dans ce cas-là, tout devrait bien se passer, on devrait bien généraliser. C'est maintenant une technologie qui marche quand même vraiment bien, qui est utilisée dans beaucoup de domaines d'application, je vais parler de quelques-uns par la suite. Ici, par contre, je ne vais pas tellement parler de reconnaissance d'image, ce n'est pas forcément une problématique qui nous intéresse tellement, donc je vais parler d'autres problèmes, d'autres tâches pour nos modèles d'intelligence artificielle. En particulier, je vais parler de la segmentation sémantique. Dans la segmentation sémantique, l'idée c'est de nouveau qu'on a une image en entrée, mais en sortie, par contre, ce qu'on aimerait avoir, ce n'est pas juste une catégorie, c'est un masque par pixel, et pour chaque pixel de notre image d'entrée, on aimerait avoir la catégorie correspondante. Ici, par exemple, simplement deux catégories, soit c'est du background, qui est indiqué en noir, soit c'est une personne, et donc on indique avec un label rose. Le principe est essentiellement le même. Avec le deep learning, on a une architecture, un modèle qui a des couches successives, qui transforme cette image en des représentations abstraites. Le type d'architecture est un petit peu différent, mais en gros, le principe est le même. On va l'entraîner avec des données supervisées, donc avec des masques, et puis on va faire en sorte qu'ils nous prédisent des masques corrects. Je vais m'arrêter là pour la partie introductive, et puis maintenant je vais montrer deux exemples de projets qui utilisent justement cette notion de segmentation sémantique. Le premier est un projet lié à l'estimation de la production d'électricité photovoltaïque de manière automatique. L'idée du projet, en fait, est de détecter toutes les installations photovoltaïques en Suisse, et puis à partir de ces détections d'installations photovoltaïques, de pouvoir prédire, modéliser la production d'électricité à une fréquence de 15 minutes et au niveau des distries suisses. Et puis, donc, ce qui est indiqué dans le graphique en bas, c'est un peu cette modélisation, ces prédictions qu'on peut faire. L'idée n'est pas juste de modéliser
la production à un instant T, mais aussi de pouvoir faire des prédictions dans le futur, de se dire, voilà, à 3 jours, 5 jours, quelle sera la production d'électricité, ce qui permettrait d'une part de réduire les coûts liés à l'équilibre entre l'offre et la demande, et puis de manière plus générale d'avoir un peu une meilleure compréhension de la contribution du photovoltaïque à la stratégie net zéro de la Suisse. Comment est-ce qu'on fait ça? Ce qu'on a fait dans ce projet-là, en collaboration avec l'OFEN, c'est utiliser des images satellites qui sont fournies par Suisse Topo. Donc on a ici un exemple d'image satellite, c'est l'entrée de notre modèle de machine learning, et puis la sortie de notre modèle, c'est un masque binaire, donc c'est de la segmentation sémantique. On a un masque simplement binaire qui indique à chaque pixel si oui, c'est une installation photovoltaïque ou non. On entraîne notre modèle avec des données supervisées, on apprend à le faire, puis ensuite on peut utiliser notre modèle sur des nouvelles données pour détecter, identifier les installations photovoltaïques. Maintenant ça ne nous donne pas directement la production d'électricité liée à ces installations, ça nous donne simplement une notion de où sont les installations. Une fois qu'on a cette information, ce qu'on peut faire, c'est déterminer la taille, l'orientation, l'inclinaison, et la capacité de l'installation. Et pour faire ça, on a utilisé des modèles 3D de Swiss Building 3D qui nous permettent d'avoir cette notion, étant donné un segment vu d'une image satellite, de vraiment surface photovoltaïque et orientation. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut utiliser des données météo, comme par exemple celle de Copernicus ou de Météo Suisse, pour faire une estimation de la production et puis une prédiction à 5 jours, étant donné des prévisions météorologiques, par exemple. Ce qu'on a fait ensuite, c'est comparer ces estimations à celles qui sont faites par Pronovo. Alors Pronovo a une liste d'installations qui n'est pas complète. On voit ici sur ce graphique une comparaison de ce qui est modélisé par notre approche sur l'axe X, et puis ce qui est prédit ou estimé par Pronovo sur l'axe Y. Alors idéalement, on aimerait avoir quelque chose qui est parfaitement aligné, mais évidemment, vu que même les données de Pronovo ne sont pas parfaites, on ne va pas avoir une distribution parfaite. Ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, si on considère au niveau du bâtiment, on obtenait une erreur de 25%, ce qui ne paraît pas super, mais malgré tout, n'est pas si mal, et pas forcément ce qui nous importe le plus. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est pas de voir au niveau du bâtiment, mais de voir au niveau d'une région, d'un district. Et donc, au niveau du district, on descend à 7% d'erreur moyenne. Voilà pour le premier projet. Je vais maintenant vous parler d'un autre projet dans un contexte un peu différent, qui fait toujours intervenir la segmentation sémantique, mais cette fois pour pouvoir détecter les régions instables dans les Alpes. Donc l'idée, c'est de pouvoir automatiser la mise à jour, la création et la mise à jour d'inventaires des pentes instables dans les régions des Alpes. Et on voit que c'était quand même un sujet assez actuel quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, il y a quelques mois. On va, en plus de ça, dans notre étude, faire une comparaison de ce que l'intelligence artificielle peut faire avec ce que les experts font et des annotations liées à des experts. Pour faire ça, on va utiliser un modèle de machine learning qui prend en entrée des données d'interférométrie, cohérence sur 12 jours, qui viennent du satellite Sentinel-1. Ce type de données qui sont représentées ici avec ces couleurs. Et puis, c'est un peu comme une image, au final. On traite ça comme une image. On a un modèle qui, en sortie, nous produit ensuite un masque binaire, de nouveau, qui indique les régions qui sont stables ou instables, une région blanche étant une région instable. Ici, le modèle est un petit peu similaire à ce que j'ai montré avant. Il y a cette notion de skip connection, mais qu'on peut complètement ignorer. Et puis, un des aspects de notre travail a été d'évaluer différents types d'architecture de machine learning pour faire cette tâche. Le problème pour cette tâche-là, c'est qu'au final, il n'y a quand même pas tant de ces régions instables. Donc, des données supervisées pour entraîner notre modèle, ce n'est pas facile d'en avoir beaucoup. Et il y a énormément de problématiques où c'est le cas, où on n'a pas accès à énormément de données supervisées. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Une stratégie, c'est de faire de l'augmentation de données. On essaye en fait d'utiliser les données auxquelles on a accès, de les transformer, de leur appliquer des transformations qui seraient plausibles. Ensuite, on applique des transformations équivalentes à la supervision, donc au masque dans notre cas.
pour augmenter notre quantité de données. Donc dans notre cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé des changements de phase aléatoires, ce qui fait qu'on obtient différentes images d'entrée qui correspondent à la même région. Donc maintenant, on a fait, par exemple, dans cet exemple-là, x4 le nombre de données d'entrée pour le même masque de supervision. Et donc ça va aider notre modèle à être plus robuste à des changements de phase sur les données. Autre chose qu'on peut faire, c'est les transformations géométriques, par exemple des rotations, des effets de miroir, en se disant qu'au final, effectivement, on pourrait observer la même région avec une certaine rotation. Et donc, on veut être robuste à ce type de transformation au moment du déploiement du modèle. On a entraîné notre modèle avec ce type de données, et voilà quelques exemples de résultats. Donc ici, on voit deux exemples de régions alpines, avec les images INSAR en entrée. Et puis tout à droite, on voit les prédictions de notre modèle. Alors notre modèle ne prédit pas simplement un masque binaire, en réalité il prédit une probabilité que la région soit instable. Donc plus c'est rouge foncé, plus c'est une haute probabilité que la région soit instable. Et puis on voit au milieu des annotations d'experts, de 5 experts, et on voit en fait que ces experts, alors il y a certaines régions sur lesquelles ils sont entièrement d'accord, et d'autres, clairement pas trop. J'espère n'insulter personne dans l'audience. Donc, évidemment, c'est un problème qui est quand même difficile. Ce qu'on a remarqué en pratique, c'est que le modèle de machine learning est peut-être plus stable que les experts, en particulier moins sensible à certaines conditions de pente que les experts. Par contre, il est un peu trop conservateur dans le sens où il a tendance à ignorer certaines régions qui devraient être prises en compte. Donc il y a encore des améliorations à faire à ce niveau-là. Ça conclut le deuxième projet. J'aime maintenant revenir un petit peu à une partie introductive et pour passer à d'autres projets par la suite. En particulier, le fait que là, je vous ai parlé d'analyse d'images, mais en pratique, on n'a pas toujours accès à des images. Des fois, au lieu d'avoir des images, on a simplement une liste de mesures, de valeurs en entrée de notre modèle. Alors, je reprends le cas de ma reconnaissance d'animaux, par exemple. Si j'ai la liste qui me donne une taille, un nombre de pattes, est-ce que c'est un carnivore ou non, j'aimerais pouvoir toujours prédire que, ah oui, c'est un chat, par exemple. Le principe est essentiellement le même. On va prendre cette liste, c'est un vecteur en entrée, on va lui appliquer des transformations ou d'autres vecteurs, d'autres représentations, pour finir par prédire la catégorie. Et de nouveau, on a des paramètres, on va utiliser des données supervisées pour entraîner notre modèle. Là, je vous ai parlé de problèmes de classification, où on a en sortie une classe, alors soit une classe globale, soit une classe par pixel dans le cas de la segmentation, mais ça reste des problèmes de classification. Des fois, on n'aimerait pas résoudre des problèmes de classification, on aimerait résoudre des problèmes où ce qu'on désire en sortie, c'est plutôt une valeur continue, une valeur ordonnée, et donc un modèle de classification n'est pas approprié. Donc, si on prend ça à la classification, on a ces modèles comme j'ai montré avant. En réalité, la dernière représentation, c'est typiquement un vecteur des probabilités pour toutes les catégories. Donc, c'est ce que je vous montrais avec le cas des régions instables. On avait la probabilité qu'une région soit instable ou stable. Ce qu'on peut faire si on veut prédire des valeurs continues au lieu de catégories, on peut simplement changer la signification de cette dernière représentation et la remplacer par le vecteur avec les valeurs désirées, comme par exemple le poids ou l'âge de l'animal, si on prend mon cas des animaux. C'est ce qu'on a utilisé comme type de modèle pour le projet suivant, qui est, dont le but est de détecter la sécheresse et détecter les anomalies liées à la sécheresse dans les forêts. Donc on aimerait connaître l'impact de la sécheresse sur la végétation, identifier des anomalies par rapport au cycle régulier, comme c'est indiqué ici. Donc nous avons ici à gauche une image qui devrait être normale, une image au milieu en cas de sécheresse. Alors les petits points de couleur sont en fait liés à des nuages, ne sont pas liés à la sécheresse en soi, mais on voit qu'on observe quelque chose qui est beaucoup plus brun de manière générale, et puis une carte des différences à côté à droite. Comment est-ce qu'on a modélisé ce problème-là? Alors ce problème-là, on ne va pas se baser sur des images en entrée, on va se baser sur une liste de valeurs, et on va en particulier essayer de modéliser en sortie de notre modèle cet indicateur de l'état de santé des plantes, qui est l'indice de végétation par différence normalisée, qui se base sur la différence entre l'infrarouge et le rouge. Et puis,
Ça nous donne une indication de l'état de santé des plantes, mais ça nous donne aussi une indication saisonnière. Typiquement, ce NDVI va varier en fonction des saisons, comme on le voit là. Et donc, on a une courbe qui serait une courbe tout à fait normale, qui est relativement basse, avec un NDVI relativement bas en hiver, qui monte pendant le printemps et plus haut en été, puis redescend en automne. Ce serait une courbe normale. Nous, maintenant, on aimerait pouvoir modéliser l'évolution de ce NDVI et puis ensuite pouvoir prédire des anomalies par rapport à l'évolution normale de ce NDVI. Pour faire ça, on a utilisé des mesures à résolution de 20 mètres prises tous les 5 jours entre 2017 et 2023, ce qui nous donne 20 millions de pixels de forêt sur une carte de la Suisse indiquée ici en rouge. Et puis maintenant, on aimerait faire des prédictions pour chaque pixel de forêt. Et pour chaque pixel, on aimerait pouvoir avoir cette notion de NDVI au cours de l'année. On n'a malheureusement pas des données très continues, donc on a des données assez partielles de ces NDVI au cours de l'année, donc ces points de données qu'on voit ici, qui forment un petit peu la courbe qu'on a vue tout à l'heure. Mais on a quand même des données qui sont assez bruitées. Et donc notre but, c'est d'avoir un modèle de machine learning qui prédit en sortie la courbe qui correspond à cette évolution du NDVI au cours de l'année. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va approximer cette évolution du NDVI par une courbe qui est une fonction logistique double, qui aura cette forme-là, qui est une forme très proche de celle souhaitée. Mais on va aussi prendre en compte le fait qu'on a de l'incertitude sur ces données, et donc on va modéliser cette incertitude de cette manière-là. Ce qui fait qu'au final, on va avoir des paramètres qui représentent cette courbe, la hauteur de la courbe avec l'incertitude, le début de la montée, la fin de la montée, le début de la descente, la fin de la descente, etc. Et puis on va créer un modèle de machine learning qui va prendre en entrée certaines mesures, donc c'est une liste de valeurs, l'altitude de l'endroit, la pente, la composition des arbres, la température moyenne à cet endroit. On passe ça dans notre modèle et en sortie, on va avoir les paramètres qui définissent cette courbe de NDVI. Et puis on a nos mesures éparses et bruitées qu'on va utiliser pour entraîner notre modèle, de sorte que ces mesures ont une haute probabilité dans notre courbe, si on veut bien. Une fois qu'on a entraîné notre modèle, on peut l'utiliser sur des nouvelles données, un nouveau point où on a d'altitude, pente, etc. On passe ça dans notre modèle, on prédit une courbe, et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comparer la prédiction avec les données mesurées, et puis ça va nous permettre de voir les points de données qui sont en dehors de ce que notre modèle a prédit, et qui sont vraisemblablement des anomalies. Quelque chose de spécial s'est passé, et donc ensuite on peut aller visualiser ces anomalies, où elles se trouvent, les remettre sur une carte de la Suisse, c'est les points en rouge ici, c'est les points qui sont des anomalies, et qui indiqueraient une notion de sécheresse. Ça conclut le troisième projet. J'ai encore un petit peu de temps pour parler d'un quatrième projet, mais pour parler de ce quatrième projet, je vais revenir un petit peu à cette notion d'introduction du deep learning, du machine learning. Jusqu'ici, on a parlé de données supervisées. Donc, on a parlé de cet aspect d'entraînement du modèle où on a des données avec la vérité, le vrai, une annotation faite par des experts qui nous permet de faire une mesure d'erreur pendant l'entraînement et d'améliorer les paramètres de notre modèle. Maintenant, il y a quand même pas mal de situations où on n'a pas ces annotations, on n'a pas la vérité. Et si on n'a pas cette vérité, évidemment, on ne sait pas comment calculer cette erreur, donc on ne sait pas comment trouver les bons paramètres de notre modèle. Il existe malgré tout des moyens d'utiliser des données non supervisées, et c'est ce qui s'appelle l'autosupervision, où on n'utilise pas les annotations, mais on utilise les données elles-mêmes pour faire de la supervision de l'entraînement de notre modèle. Une manière de faire ça, c'est de masquer les données. Donc on va prendre un modèle qui, en entrée, prend une image masquée, et puis essaie de reconstruire l'image en sortie. Et vu qu'on essaie de reconstruire l'image, la vraie image, on l'a simplement masquée de manière artificielle en entrée, donc on a la vérité, donc on peut comparer l'image reconstruite avec l'image réelle, établir une notion d'erreur, et puis utiliser ça pour entraîner notre modèle. C'est en fait ce qui est fait dans tous ces large language models avec du texte. C'est-à-dire que quand on a du texte, on peut se dire, tiens, je vais enlever certains mots de ma phrase, et puis je vais demander à mon modèle d'essayer de prédire ces mots manquants. Et donc, je peux superviser mes modèles de langage en utilisant uniquement du texte sans autre annotation que ça. Ça permet d'utiliser des grandes quantités de données.
Une fois qu'on a ça, ça permet aussi d'avoir un modèle qui peut être affiné pour une tâche en aval où on a peu de supervision, peu de données de supervision. C'est des bons points de départ pour d'autres tâches. Et je vais juste brièvement vous donner un exemple de ce type de modèle qu'on a dans le domaine du climat et de la météo. Et c'est l'idée en collaboration avec l'initiative Swiss AI, de développer des modèles de fondation pour la météo et le climat. Et donc, on a ces modèles qui essayent de prédire des quantités telles que l'humidité et la température. L'idée est de pouvoir faire des prévisions à haute résolution pour la Suisse en particulier. Notre point de départ est un modèle qui s'appelle Aurora, et puis il a été entraîné de manière auto-supervisée. Et l'idée principale, c'est de se dire, et c'est indiqué ici en bas, on a les données à un certain temps t, on peut essayer d'apprendre à prédire les données à un temps t plus 1. Dans nos données d'entraînement, on a cette vérité, donc on peut entraîner notre modèle de cette manière, et puis une fois qu'on a entraîné ce modèle, on peut l'affiner de manière supervisée avec peu de données pour d'autres tâches. Dans notre projet, le but a été d'incorporer des données qui viennent de différentes bases de données, de différentes sources, à différentes résolutions, donc qui vont de bases de données standards comme ERA5, ERA5, à des modèles de stations météo qui sont beaucoup moins denses. Ça a été un des aspects de notre travail. Et puis aussi de pouvoir donc modéliser des variables à différentes hauteurs, différents niveaux d'atmosphère, ainsi qu'à la surface, comme indiqué là. Et on a étudié différentes stratégies d'autosupervision qui consistent à masquer, par exemple, des régions dans les données météo pour essayer de les reconstruire, à masquer des variables entières pour essayer de les reconstruire, des variables soit atmosphériques, soit des variables de surface, ou encore à masquer toutes les variables à certains niveaux de l'atmosphère. Et puis on a utilisé ça pour du pré-entraînement, et c'est un travail qui est en cours. Je n'ai pas encore vraiment de résultats à vous montrer, mais on est en pleine phase d'entraînement de ces modèles et de développement du modèle. Et donc pour conclure, ce type de modèle vont nous permettre ensuite d'essayer de résoudre plusieurs tâches en aval, comme des prévisions météorologiques saisonnières ou à long terme, des prédictions d'événements extrêmes tels que des cyclones, des vagues de chaleur, avoir des prédictions très détaillées, ou aller même plus loin dans des prédictions ou des liens avec d'autres sujets environnement, pour avoir potentiellement un modèle beaucoup plus global, qui n'est pas juste axé sur la météo, mais qui peut aussi prédire d'autres choses et aider vraiment au développement urbain, à tous les problèmes environnementaux. Je m'arrête ici, j'ai fait un petit peu plus long que prévu, désolé, et je vous remercie pour votre attention.